Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien la députée LFI NUP de Seine-Saint-Denis. Question-réaction, amis auditeurs, au standard d'Inter 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Clémentine Autain, bonjour. Bonjour et Bonjour. meilleurs vœux Oui, bonne année. à vous et à tous nos auditeurs et auditrices. Réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, crise à la NUP, affaire Quatennens. On va parler donc de tous ces sujets. Mais voilà, 2023, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année? Alors déjà qu'elle démarre en force, hein, puisque nous avons sur la table cette contre-réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Donc moi, ce que je souhaite, c'est d'abord une victoire pour que cette immense régression, que cette contre-réforme qui est à la fois On va y venir, mais injuste sur vous, et on voulait savoir cruelle, ce qu'on pouvait vous souhaiter Et à à vous. vous. Oui. c'est déjà pas mal, même pour mon moral personnel, ce sera très très bon. Vous avez écouté les vœux d'Emmanuel Macron, des vœux d'unité, d'audace, d'ambition collective. Ce sont ces mots, des vœux par ailleurs contre l'esprit de défaite, avec une exhortation à l'unité, à la solidarité. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, a dit le président. Comment avez-vous reçu ces vœux et cet appel à l'unité ? Déjà qu'il commence par balayer devant sa porte, puisque c'est lui qui divise aujourd'hui les Français. Et moi, j'ai trouvé d'abord, dans ses vœux, qu'il avait un ton, une posture, des mots qui étaient totalement hors sol par rapport à la En réalité quoi quotidienne En de ce que quoi vivent la majorité des Français. En quoi ils étaient hors Il sol ? enfilait les perles avec des mots assez creux, alors parfois avec des choses totalement lunaires. Je pense en particulier à ce qu'il a dit sur le climat. Je veux dire, le fait qu'il dise qui aurait pu prédire la crise climatique donne l'impression qu'il est à côté de ses pompes, si c'était à côté de la réalité des Français. Je rappelle que le premier rapport du GIEC, c'est 1990, le rapport Meadows même, c'est 1972, et on en est à la 27e COP. Donc que le président de la République nous explique que pour 2022, il ne pouvait pas prédire la crise climatique, c'est quand même une impression d'un président qui est coupé totalement du réel. Et puis surtout sur la première préoccupation des Français, la vie chère, l'inflation, les salaires qui sont maigres et la vie qui est toujours plus difficile. Non seulement le président de la République n'a pas trouvé les mots, mais il n'a absolument pas les solutions. C'est le président qui enrichit les hyper riches et appauvrit ceux qui sont dans la difficulté. Donc il y a une peur de déclassement qui saisit notre pays, une angoisse devant l'avenir, et Brice Teinturier le disait tout à l'heure, et le président de la Qui République... existe depuis avant Emmanuel Macron. Cette Bien peur du sûr. déclassement, c'est Mais vous d'année avez en raison, année. puisque ça fait... Vous avez raison de le préciser, Léa Salamé, parce qu'en fait, ça fait 40 ans qu'on a les mêmes politiques. Ça fait 40 ans qu'on a du néolibéralisme, de l'austérité budgétaire et une logique productiviste et consumériste au pouvoir. Voilà, ça fait 40 ans qu'on a ces solutions. Alors venons-en à la réforme des retraites. Elisabeth Borne doit en présenter le détail le 10 janvier. On sait déjà qu'il va falloir travailler plus longtemps pour assurer l'équilibre à long terme de ce système des retraites. Emmanuel Macron a précisé que si nous ne le faisions pas, le système était menacé. Si on ne fait pas cette réforme, il faudra soit augmenter les impôts, les cotisations, soit baisser les pensions. Que répondez-vous à ce diagnostic-là? C'est un mensonge. C'est totalement un mensonge. Emmanuel Macron, lors de ses vœux, nous explique qu'il n'y a pas d'autre solution. En fait, il faudrait sauver le système des retraites en brisant le système des retraites. C'est quand même extraordinaire. Bon, c'est un mensonge parce qu'en réalité, le système ne court pas à sa perte. Non seulement le corps, dans ses rapports, qui est le Conseil d'orientation des retraites, ne cesse de le dire, mais nous avons... Le corps, alors non. On va aller point par point pour Bien qu'on- sûr, vous avez raison. Le corps, le Conseil Soyons d'orientation des retraites a été très clair. Dernier rapport juste avant les fêtes, le système de retraite va être déficitaire en moyenne sur les 25 prochaines années, 12 milliards en 2027, 20 milliards en 2032. Donc il va être déficitaire. Il ne dit pas qu'on est à l'équilibre, il va être déficitaire. Il ne dit pas que c'est un trou massif, mais il dit qu'il va y avoir un déficit les 25 prochaines années. À court et à moyen terme, on est au déficit si on fait rien. D'accord, vous savez que chaque année, les prestations qui sont versées pour les retraites, c'est 340 milliards. Donc 12 milliards, prenons même ce chiffre, 12 milliards, c'est l'épaisseur du trait. C'est rien en réalité. Donc on est en train de nous proposer, enfin pas de nous imposer plus exactement, et on ne sait pas encore sous quelle forme, mais de nous imposer contre l'avis majoritaire des Français. Je rappelle que 7 Français sur 10 sont opposés à l'allongement du départ à la retraite. On veut nous forcer à travailler plus longtemps pour 12 milliards d'euros, alors qu'il y a des tonnes de solutions pour trouver cette somme, si tant est qu'on ne critique pas ce chiffre, parce que si on prend ce chiffre, ça veut dire que on se dit qu'on va continuer tel que ça fonctionne, qu'on ne va pas répartir autrement la valeur ajoutée,
C'est-à-dire qu'on n'augmente pas les salaires. Si vous augmentez les salaires comme nous le proposons, immédiatement, vous faites rentrer de l'argent dans les cotisations. Les salaires si vous allez augmenté, si vous Clémentine allez Autain, cette année. 2,6%, l'inflation, en moyenne, c'est 2,6%, et l'inflation est à 7%. Et quand on parle des prix de l'alimentation, c'est 12%. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Comment voulez-vous que ça tienne? Donc, si on n'indexe pas les salaires sur l'inflation, vous avez des gens qui se retrouvent, et en particulier ceux qui ont les salaires les plus modestes, dans des situations qui sont des situations inextricables et particulièrement angoissantes et violentes. Et la solution, pour répondre à ce que disait Brice Teinturier, elle n'est pas individuelle. Je vois bien que chacun peut être pris à se dire comment je vais finir le mois, comment je vais payer ma facture d'électricité, comment je vais faire si j'arrive aux urgences et que j'ai l'angoisse de me dire je vais peut-être mourir avant d'être pris en charge. Tout ça, c'est angoissant à l'échelle individuelle. Mais les solutions, ce sont des solutions collectives. Parce que l'hôpital public, il faut y mettre de l'argent. Parce que les salaires, il faut les augmenter. Parce qu'il faut faire la taxe sur les super profits pour mettre dans l'argent dans tout ce qui relève des biens communs. Restons encore un mot sur les retraites. Alors, Emmanuel Macron, alors s'il vous plaît, Clémentine Autain a affirmé le 3 décembre sur TF1, je le cite, que quand on compare la France avec ses pays voisins, nous avons de la marge parce qu'on n'est pas le pays qui a l'âge légal ou la durée de cotisation la plus longue. Prenons les choses en effet et comparons-les. L'âge de départ à la retraite est de 65 ans en Belgique, en Espagne, 66 en Irlande, aux Pays-Bas, 67 en Italie, Grèce, Allemagne. Que la France travaille plus, n'est-ce pas bêtement le sens de l'histoire? Non, je pense que c'est le sens d'une histoire passée. C'est le résultat de politiques qui ont été menées à peu près partout en Europe, de dérégulation, de baisse des protections. Ils se trompent tous autour de nous. C'est oui, ça je pense vous pensez que tous les pays, que l'Espagne, le Portugal, la Belgique se plantent. D'abord, vous avez la Suède. En Suède, c'est le seul exemple. Alors c'est un bon exemple. On est obligé de s'aligner sur ce qui ne fonctionne pas, on est obligé de s'aligner sur la régression, on est obligé de s'aligner sur tout ce qui ne va pas chez nos voisins, alors que nous avons un modèle qui n'est pas en péril. Alors pourquoi le faire? C'est très cruel de mener cette contre-réforme alors qu'il n'y a pas de raison. Et ça répond à un autre objectif. Je reviens sur les 12 milliards parce qu'en fait, ça répond à un autre objectif que l'on trouve d'ailleurs dans la loi de finances de 2023. C'est très intéressant. Vous avez à la page 9 cette phrase. La sécurité sociale participera à la maîtrise de l'évolution des dépenses permise notamment par la réforme des retraites. Donc ça veut dire que le gouvernement, s'il s'entête, c'est parce qu'il veut répondre à l'objectif des 3% de Bruxelles. Vous savez, cette espèce de chiffre mis sur un coin de table par des technocrates, et qui veut récupérer sur le dos des retraités les plus modestes l'argent qu'il a donné aux hyper riches, qu'il a donné aux grands groupes. Vous parlez de 12 milliards, 40 milliards on a donné au CICE. Vous voulez trouver 12 milliards, et encore, sur les 12 milliards, il faudra en enlever au moins 5, parce que vous savez que quand vous faites travailler les gens jusqu'à 65 ans, vu que les seniors sont aujourd'hui ont du mal à trouver du travail, il faut compter d'abord les arrêts maladie qui vont être plus nombreux, le chômage, le RSA, et ça c'est au moins 5 milliards. Alors, mais si on veut trouver des solutions, Léa Salamé, je vais vous en donner quelques-unes. Parce que moi, ce qui m'a frappé quand on a fait les auditions de la NUPES à l'Assemblée nationale et avec les sénateurs, on a reçu toutes les organisations syndicales et un certain nombre d'experts, dont le corps ou dont Michaël Zemmour, dont je recommande les travaux. Eh bien, on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte à quel point les hypothèses pour combler ce tout petit trou de souris, c'est énorme. C'est-à-dire que si, par exemple, vous revenez sur l'annulation de la CVAE, vous voyez la CVAE, ce qui est la contribution sur la valeur ajoutée, c'est 8 milliards. D'accord? Juste ça. Rétablir l'ISF ou la flat tax, c'est 5 milliards. Si vous voulez décider d'une cotisation sur les primes et les parts salariales, vous avez encore des milliards. Et puis surtout, pourquoi est-ce que est évacuée, comme si c'était un there is no alternative, l'hypothèse d'une augmentation des cotisations, qui peuvent être modulées. Mais si vous augmentez par exemple de 3% la CSG, vous avez réglé le problème pour au moins 40 ans. Alors pourquoi cet entêtement, Léa Salamé ? Pourquoi cette obsession gouvernementale qui va diviser les Français, ou alors faire l'unité, puisqu'il y a une unité syndicale, qu'il y aura l'unité de la NUPES et que nous sommes majoritaires dans le pays sur cela. Oui, alors l'unité, on n'y est pas. Vous le savez, Emmanuel Macron devrait avoir la majorité sur ce texte, puisqu'il devrait avoir les voix de droite au Parlement. Non, je ne suis sûre de rien, mais en tout cas, si LR est cohérent, il vous souhaite un allongement de la date de départ à la retraite, donc il pourrait voter ce texte. Dans ces cas-là, comment vous allez faire pour
empêcher ce texte de Vous vous rendez passer. compte de ce que... Non, c'est pas vous vous rendez compte. Comment vous allez faire concrètement pour mobiliser? Vous avez essayé, tenté de faire des mobilisations à l'automne contre la vie chère. Vous avez fait une marche, ça n'a pas été les grands soirs. Comment vous avez entendu Brice Teinturier? Il vous dit les gens sont plutôt résignés et lassés. Comment vous allez faire descendre dans la rue les gens à nouveau? Comment vous allez vous mobiliser concrètement? En plus, Moi, c'est j'ai pas entendu Brice- en plus, c'est pas unitaire. C'est-à-dire que les syndicats Non, je vont suis d'un pas d'accord. côté, les politiques de l'autre. Pas du Allez-y. tout. D'abord, moi, j'ai écouté Brice Teinturier et justement, il dit que la part résignée en tant que telle est en réalité assez faible. Il dit que les gens sont centrés sur leur vie personnelle et je le comprends parce qu'il y a la dureté de la Et vie. qu'il n'y a pas d'élan Et collectif. que l'élan collectif n'est pas. Mais vous savez, avant mai 68, on s'emmerdait. Et moi, je me souviens de novembre-décembre 95. En Là, on octobre, s'emmerde pas entre le non, mais je Covid, la reprends guerre en phrase. Ukraine. Je Ouais. reprends la phrase. Je dis juste que avant novembre-décembre 95, qui a été justement un grand mouvement contre la réforme des retraites de Juppé, personne n'imaginait qu'il y aurait un pays bloqué. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut totalement Vous voulez se bloquer le passer pays dans le pays. Vous voulez bloquer le pays? J'aimerais bien qu'on n'en arrive pas là, mais pour qu'on n'en arrive pas là, il faut que le président de la République et la Macronie ne s'entêtent pas à imposer une réforme qui est injuste, qui est inutile et qui est rejetée par la majorité des Français. Vous dites majorité à l'Assemblée, il n'y a pas de majorité dans le pays. Alors, toujours sur les retraites au standard, Marc nous appelle. Marc, bonjour. Oui, bonjour. Retraité vous-même et vous nous dites défendre la retraite à 65 ans. Ah, moi, je suis un défenseur résolu de la retraite à 65 ans. Expliquez-nous Cher monsieur, pourquoi. on vit plus longtemps. Donc, par conséquent, je pense que c'est une première raison. La seconde, on a un pays qui est considérablement endetté. Il faut trouver un point d'équilibre. Alors, les petits sparadraps dont parle madame, je veux bien, il y a peut-être des solutions qui existent. Mais la seule et unique solution, c'est de travailler jusqu'à 65 ans. 65 ans, on n'est pas vieux à 65 ans, on peut travailler. Alors qu'il y ait des cas particuliers, je veux bien. Des gens qui ont travaillé longtemps, des gens qui ont eu des métiers difficiles, des gens qui, etc. Il y a effectivement un certain nombre de cas particuliers sur lesquels on peut se pencher, je suis d'accord. Et il y a un dernier point qui me paraît essentiel aussi, c'est que pourquoi avoir un coup près, 65 ans ou 64 ans, alors qu'il pourrait très bien y avoir un processus aussi de mise à la retraite qui se fait par étapes. C'est-à-dire, on est à la retraite à 30%, puis à 50%, puis ensuite à 80%, et ensuite on est effectivement à la retraite. Pourquoi du jour au lendemain dire « Eh ben ciao, bonsoir à tout le monde ». Voilà, c'est un peu mon avis. Merci. Je crois qu'il faut se montrer raisonnable. Merci Marc pour cette intervention. Clémentine Autain vous répond. Oui, je crois qu'être raisonnable, c'est ne pas imposer le poids de la dette qui a notamment été contractée par les gouvernements parce qu'il y a eu des mesures favorables aux hyper riches et aux grands groupes. C'est une des raisons quand même de la dette aujourd'hui, puisque nous savons qu'il y a des milliards qui ont été déversés sans contrepartie à des grandes entreprises. 5 milliards l'ISF. Ça, l'ISF et la flat Oui. tax, oui, mais si vous pensez exonération fiscale qui bénéficie aussi à des grands groupes ou des aides directes qui ont été données, notamment ce pognon de dingue pendant la crise du Covid, sans aucune contrepartie, ça va dans les poches, y compris d'entreprises Ce qui pognon ont... dingue qui est allé aussi, pardon, pour le chômage partiel. Oui, mais qui a parfois profité à des entreprises qui avaient les moyens, parce qu'elles faisaient des profits, finalement de supporter la crise du Covid. Donc le problème majeur en réalité, c'est le partage de la valeur ajoutée. Et ce partage de la valeur ajoutée, le gouvernement ne veut pas y toucher par dogmatisme. Et ce dogmatisme, il faut y mettre fin parce que nous souffrons des inégalités. Et je voudrais répondre à monsieur, parce que je suis vraiment pas d'accord, ce sont les classes populaires qui vont payer le prix fort d'un départ à la retraite à 65 ans. C'est pas pareil quand vous êtes éditorialiste, quand vous êtes chercheur, de partir à 65 ans, que quand vous êtes ouvrier, que quand vous êtes... si toute votre vie, vous avez dépecé des poulets dans une usine, je vous assure qu'à 60 ans, Marc c'est plus possible. disait Mais de la bien même manière, cette chose-là. Hein. Oui, mais c'est pas... Il parlait de la pénibilité. Mais c'est pas la De pénibilité. la prise en compte de la pénibilité arrêtez, ou de ceux qui ont commencé Et à des travailler à carrières 17 ans. longues. Mais arrêtez avec ça. C'est la majorité des Français qui ont un travail qui peut être, à un moment donné, usant. Même quand on est instituteur en maternelle, alors c'est pas répétitif, mais ça peut être très fatigant, le bruit, le fait de se baisser, etc. Donc le nombre de métiers où on n'en peut plus. Et par ailleurs, pourquoi, encore une fois, faire régresser notre pays, ne pas pouvoir profiter des meilleures années à la retraite, ça me paraît parfaitement On va en injuste et venir scandaleux.
on va en venir avec un auditeur, Ouais. Nicolas, on va en venir à la situation chez vous maintenant, Clémentine Autain, parce qu'on vous a invité pour parler des retraites, pour lancer ce qui va être le grand débat, mais aussi pour parler de ce qui se passe chez vous à la NUPES. Avec Jean-Pierre au standard. Bonjour et bienvenue Jean-Pierre. Bonjour, d'abord tous mes voeux. Ah bah, bonne année à vous aussi. Voilà, je me félicite. Je suis parti à la retraite à 55 ans parce que j'avais des travaux pénibles. Je travaillais sur les réseaux gaz. Mhm. Et je voudrais savoir pourquoi Clémentine Autain reste-t-elle dans un mouvement qui est dirigé par un dictateur comme Mélenchon. Ah bah voilà. Voilà, bon, la question est cash, comme on dit. Merci Jean-Pierre de l'avoir posée. Clémentine Autain vous répond. Donc, si j'entends bien la France insoumise, soit on l'aime comme elle est, soit on la quitte. Bon, je ne partage pas ce point de vue. D'abord, je n'ai évidemment jamais dit que Jean-Luc Mélenchon était un dictateur. Avec mes collègues, Alexis Corbière, François Ruffin, Raquel Garrido, Daniel Simonet et d'autres, nous avons en effet critiqué, mis en cause le défaut de démocratie de notre mouvement. Pour être très clair, je pense que nous sommes dans un moment de maturation dans notre histoire récente du mouvement et qu'il y a besoin de favoriser la délibération collective et le pluralisme. Donc, ça veut dire en un mot la démocratie. C'est ça le sujet. On ne comprend pas bien ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est que Manuel Bompard a pris la tête de la direction, il a nommé son équipe. En quoi il y a un problème de démocratie là ? Je pense que la cooptation n'est pas forcément le modèle pour une direction qui permet d'être Et légitime. pourquoi pas Et pourquoi pas ? C'est une direction de parti politique. Lui, il dit que c'est plus efficace comme ça. Ouais, moi, je ne crois pas que ce soit plus efficace. Je ne crois pas que la démocratie soit un frein. Je pense qu'au contraire, c'est ce qui permet de cimenter, voyez, un mouvement. Et la question majeure que nous posons, c'est la relation entre la direction, le sommet en fait du mouvement, et la base. Quel est le pouvoir des militants ? C'est ça le sujet. Quel est le pouvoir des militants et comment faire en sorte que tout le monde, toutes les sensibilités, toutes les voix qui sont la richesse de la France insoumise puissent être entendues. Vous savez, ce n'est pas un problème juste interne à la France insoumise. Parce que la question que nous posons, c'est aussi de savoir quel modèle, qu'est-ce que nous donnons à voir du projet politique que nous portons pour les Français. Comment est-ce qu'on peut défendre la 6e République si nous-mêmes, on n'a pas en adéquation cette aspiration à une démocratie forte, partout, eh bien, si nous-mêmes, on n'en donne pas d'une certaine manière à voir dans notre propre façon de faire mouvement. C'est un vrai sujet, mais de la même manière, comment est-ce qu'on peut porter la révolution citoyenne en ayant une direction qui a 18 députés sur 21 membres ? Je pense que notre direction doit être davantage ouverte sur la société, la réalité de nos militants. C'est quand même, je pense qu'on peut dire ça. Mais là, vous demandez quoi, en fait ? Parce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Parce Bah, qu'on vous entend, vous, Alexis Corbière et d'autres, gueuler, clairement, parce que là, vous ne vous cachez plus dans les médias, vous dites les choses. Mais si ça ne change pas, si c'est comme ça et pas autrement ? Écoutez, c'est de la responsabilité de la direction qui, par ses choix, a ouvert une crise. Donc maintenant, est-ce que ce qui a été décidé, comme l'a dit Manuel Bompard. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a la possibilité de rediscuter de cette organisation du mouvement ? Or, nous avons un séminaire la semaine prochaine dans notre groupe parlementaire, le 9, qui démarre avec une discussion qui est ouverte. Et moi, je le dis très solennellement ici, je veux que la France insoumise réussisse, aussi parce qu'elle est le fer de lance de la NUPES. Et donc, je veux croire que nous allons trouver une solution pour passer du déchirement à l'apaisement. Il le faut. Parce que là, vous êtes déchiré, c'est ça le mot, c'est votre mot. Mais c'est pas simplement, c'est pas moi ou Alexis Corbière, François Ruffin avec la direction. C'est un problème qui traverse l'ensemble du mouvement. Il faut l'entendre. Et donc, pour y répondre, il faut forcément se parler, discuter et bouger un peu. Et je crois que nous avons les moyens de sortir de cette crise. En tout cas, je crois qu'il le faut. Stéphanie, sur l'application d'Inter, cela fait 40 ans que Jean-Luc Mélenchon fait de la politique. Est-ce lui qui incarne la nouveauté ? Écoutez, il a incarné en tout cas quelque chose de fort à l'occasion de 3 présidentielles. Moi, j'ai été soutien, loyal, enthousiaste sur 3 présidentielles, 2012, 2017, 2022, et il nous a amené à un score qui est un score historique pour notre famille politique. Et pourquoi politique. pas une 4e fois ? Qui peut le dire ?
Qui peut le dire? Et je pense que le moment n'est pas venu de la présidentielle. Vous savez, il faut d'abord construire ce qu'on a à construire, c'est-à-dire consolider la NUPES, grandir dans le pays, être capable... Elle existe encore, la NUPES? Bien sûr qu'elle existe, et il faut qu'elle existe. Quelle autre solution? Vous vous rendez compte qu'il y a une tripolarisation du champ politique avec ce centre, j'avais envie de dire cet extrême centre, hein, quand même, qui est en train d'abîmer toujours plus le pays. L'extrême droite, dont on a vu pendant les 15 jours de trêve à quel point elle était menaçante et inquiétante. Les propos de Michel Houellebecq, les propos de Dacier, épouvantables de racisme à l'encontre des musulmans. Donc il y a une extrême droite menaçante. Et donc nous sommes la voie émancipatrice. Quoi d'autre? Quelle autre solution? Ceux qui critiquent la NUPES, c'est quoi l'autre solution que d'être groupés, que d'être unis, que d'être rassemblés? Regardez le bilan de Carole Delga sur les législatives. Le bilan de Carole Delga, c'est 15 députés de plus pour l'extrême droite. Voilà, la logique de la division. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui d'alternative dans le cadre de la tripolarisation. Donc, il faut Carole Delga, c'est une des NUPES. Présidentes de région qui a été le mieux réélue, hein. Elle personnellement, mais c'est elle aussi qui a distillé la logique de candidature dissidente, et je ne trouve pas que le bilan soit formidable. Clémentine Autain, il va falloir convaincre Marine Tondelier, la nouvelle secrétaire nationale des Verts. Elle a été très claire à ce micro il y a 15 jours, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bien sûr. Europe Écologie Les Verts ne participera pas à une liste commune pour les européennes de 2024, et elle dit même quand c'est non, il faut arrêter de faire les forceurs, on l'a dit, on l'a redit, maintenant stop. Donc la NUPES, c'était quoi? C'était une alliance conjoncturelle pour les législatives, c'est tout? Pour les européennes, chacun part dans son coin? Moi, je souhaite que nous arrivions à un accord pour les élections européennes. Et pour deux raisons, en réalité. La première, c'est que, comme je le disais, comme il y a cette tripolarisation du champ politique, je ne veux pas laisser le duel Macron-Le Pen s'installer. Elle vous dit encore. non? Non, je veux argumenter. Je pense qu'on peut continuer à discuter. C'est pas demain matin. On a encore le temps. Donc moi, je veux argumenter. Je pense qu'on a besoin d'être dans le match d'une certaine manière. Et pour être dans le match, il faut impérativement être rassemblés. Je le crois profondément. Et par ailleurs, si on veut gouverner ensemble, le plus vite sera le mieux s'il y a une dissolution, ou sinon en 2027. Je crois qu'on a besoin d'accorder... Mais elle dit qu'il y a un problème de fond. Elle dit que les Verts veulent plus d'Europe fédérale, quand chez vous, ces questions européennes sont secondaires. Voilà ce qu'elle dit. Non, vous savez, il y a un déchirement à gauche, il faut dire la vérité, sur l'Europe, qui vient de la bataille sur le traité constitutionnel en 2005. Où, vous savez, la gauche a été partagée. La dynamique qu'il a emportée, c'est celle du non de gauche. C'est le nom de gauche qui a emporté. D'ailleurs, à mon avis, le gain, y compris dans les urnes finales. Pas chez les Verts. J'entends bien. Mais aujourd'hui, comment dépasser ce qui a été un clivage et qui a séparé en deux d'une certaine manière? Et je pense qu'il faut faire ce travail. Parce que nous ne pouvons pas gouverner ensemble si nous ne sommes pas capables d'avoir une approche commune, des propositions communes sur comment faire à l'échelle européenne. Et quand on discute, on l'a vu d'ailleurs quand on a fait pendant ces 13 jours et 13 nuits l'accord de la NUPES, que parfois il y a beaucoup de désaccords qui sont liés à des postures. Mais vous avez mis de côté les vrais sujets de discorde, à savoir l'Europe notamment, la question, l'Ukraine. On rappelle quand même que l'Assemblée nationale a affirmé son soutien le plus total à Kiev, condamné le crime d'agression de la Russie envers l'Ukraine. C'était dans une résolution adoptée à une forte majorité, mais les groupes LFI et RN se sont largement abstenus. Un député LFI a même voté contre cette résolution sur un sujet crucial, aussi crucial. La NUPES ne parle pas d'une seule voix. Pourquoi, Clémentine Autain? Mais il y a différents sujets sur lesquels on peut avoir des votes qui sont dissociés. Même ça n'empêche pas. Même sur l'Ukraine. Parce qu'on n'a pas la même appréciation du texte. Il n'y a pas la même appréciation du texte. Mais vous prenez l'Ukraine, tout le monde, dans la NUPES, dit il y a un agresseur et un agressé, et il faut soutenir les Ukrainiens, y compris militairement. Tout le monde le dit. La critique du régime de Poutine, tout le monde la partage. Vous voyez, donc ça fait quand même déjà des points communs. Après, il y a une appréciation sur l'OTAN, qui est un vrai débat, qui est quand même un débat sérieux qu'on doit avoir, de stratégie diplomatique aussi à l'échelle internationale. On voit en tout cas qu'il y a des vrais sujets de fracture sur des sujets importants dans la NUPES, l'Ukraine, l'Europe. Mais vous êtes pas d'accord? Écoutez, franchement, Léa Salamé, non, mais je sais pas, moi, je vous le dis une chose. D'abord, moi, je suis pas dedans, mais c'est Marine Tondelier. C'est elle qui vous adresse cela. Je veux juste rappeler que quand on est une force à vocation majoritaire, on ne va pas être d'accord sur tout, à tout sujet. Donc, on a réussi à mettre sur pied 650 propositions. Elles sont encore
on peut encore améliorer. Il y a encore des points sur lesquels Donc vous dites discutons encore. Tout n'est pas achevé. Mais si nous n'y arrivons pas, c'est quoi l'issue pour le pays? Alors, c'est quoi? On laisse en tête-à-tête, soit continuer à aller dans le désastre macroniste, avec y compris ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant les vacances, avec la baisse de l'indemnisation de 40% pour les chômeurs Clémentine en Autain, cadeau de Noël. il nous reste une Est-ce qu'on minute. continue vers ça? Est-ce qu'on prend le risque de l'extrême droite ou est-ce qu'on participe Il nous à reste construire une minute. issue L'affaire émancipatrice? Quatennens, dans les colonnes du Monde le 26 décembre, plus d'un millier de militants, La France Insoumise et NUPES, ont signé une tribune appelant à exclure le député du groupe. Et on va revenir à l'Assemblée nationale. Là, il sera dans le groupe insoumis. Non, il n'est pas dans le groupe insoumis en revenant, puisque nous avons pris une décision de groupe qui suspend sa présence dans notre Est-ce groupe qu'il faut pour 4 l'exclure? mois. Est-ce qu'il faut l'exclure? C'est ça la Je pense question. qu'il faut rouvrir la discussion. À la suite de son choix de communication, nous avons été mis au pied du mur, puisque quand nous avons pris cette décision de suspension d'Adrien Quatennens, nous ne savions pas que le lendemain, il donnerait cette interview à BFM. Vous l'avez trouvé comment l'interview? Malaise. J'ai ressenti, comme beaucoup d'insoumis, un grand malaise par l'inversion, en fait, qu'il faisait entre le rôle de la victime et de l'agresseur. Donc, moi, j'ai été assez clouée au sol et je pense que ça invite à ce que notre groupe se penche à nouveau sur la question de sa réintégration en Vous voulez notre sein. l'exclure? Vous demandez son exclusion? Je veux le débat. Vous savez, on a eu un débat vraiment qui s'est produit dans des très bonnes conditions. Et je veux saluer notre présidente de groupe, Mathilde Panot, pour avoir organisé ce débat, qui a pris le temps de l'échange, respectueux. Et, c'est pas ce qu'on voit Dans ce aujourd'hui débat, sur vous les défendrez quoi, vous? réseaux et qui a Dans ce abouti à débat, un vous vote. défendrez quoi? L'exclusion ou pas? Permettez-moi de réserver ce que je vais défendre dans mon groupe, parce que j'aimerais que nous ayons une décision collective. Et en attendant, j'appelle au calme, parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, cette question-là, d'abord, elle prend trop de place, elle nous déchire, et il faut qu'on ait la raison. On ne va pas convaincre par l'agressivité, on va convaincre par la rationalité sur ce sujet. Et on nous regarde, vous savez, l'enjeu, c'est pas le sort d'Adrien Quatennens, c'est notre crédibilité sur les violences sexuelles et sexistes qui se joue. Merci Clémentine Autain. Merci Madame la Clémentine Autain. députée LFI NUP de Seine-Saint-Denis. 8h47.